propose tout de suite d'accueillir donc Dominique Jam, qui est directeur général des services de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, pour un éclairage sur le rôle des énergies renouvelables pour relever le défi de la sécurité énergétique et le pouvoir d'achat. Je vous propose d'accueillir Monsieur Jam, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour l'introduction. On m'entend bien ? Merci pour l'accueil, merci pour l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui devant la Fédération d'énergie éolienne. Je parle, au fait, on avait prévu initialement que la présidente de la CRE, Elisabeth Wargon, soit là, mais elle est en déplacement à l'étranger, donc c'est moi qui m'exprime quelque part en son nom et en celui de la CRE. Je suis content d'être là. J'aurais aimé que ce soit dans une période plus facile. Vous avez, j'imagine, bien suivi l'actualité du marché énergétique européen. Donc on a une crise d'approvisionnement, d'abord en gaz, mais aussi en électricité et spécialement en France. Une crise grave, puisque voilà, on attend tous la remise en service des centrales nucléaires pour l'hiver, mais il y a un doute, on est quand même très bas aujourd'hui. Et donc on a de toute façon besoin de plus d'électricité. Je pense que là-dessus, il y a un consensus à peu près partout. Et donc être là aujourd'hui, c'est pour moi très utile. Juste pour vous dire simplement, vous êtes la solution. Vous faites partie de la solution, vous n'êtes pas la seule solution. Mais votre industrie est absolument nécessaire pour sortir de la crise actuelle. La crise actuelle, c'est une crise d'appro, c'est aussi juste en quelques mots. Pas une crise financière, c'est pas 2008, c'est pas une crise de spéculation. On n'a juste pas assez d'électricité, d'abord de gaz, mais pas assez d'électricité en Europe, et spécialement en France pour l'hiver qui vient. Mais les années suivantes ne sont pas non plus géniales. On a de l'incertitude, toujours des prix élevés. Quand on regarde les prix 2024 et 2025, on a des prix de gros en France qui restent supérieurs à ceux de l'Allemagne. Voilà, pour cet hiver, ils sont très supérieurs. Donc on a besoin de plus d'électricité à court terme, très vite. Et bien évidemment, on a besoin de plus d'électricité, je précise décarbonée évidemment, je mets un facteur de tout ce que je dis, de plus d'électricité décarbonée à moyen et long terme. On sait tous qu'on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Pour ça, on sait aussi qu'il faut baisser la consommation d'énergie et augmenter la consommation d'électricité. Il faut électrifier le transport, il faut électrifier l'industrie, il faut électrifier le chauffage. Donc de toute façon, il faut plus d'électricité. Donc il en faut plus, et là, on n'en a pas assez. Donc on est loin de nos objectifs, et si on continue comme ça, on va finir par ne pas les atteindre. Comment voulez-vous réindustrialiser, ce qui est un objectif très important, tout en baissant les émissions, et de toute façon, ça contribuera à la baisse des émissions, si on n'a pas assez d'électricité, ça ne fonctionne pas. Voilà, et puis ça c'est du long terme. À court terme, évidemment, chaque kilowattheure éolien ou de manière générale décarboné, c'est du gaz en moins. On le sait tous. Donc là-dessus, on partage. Je pense que le régulateur dit ça partout où il s'exprime, parce qu'il n'a pas dû vous échapper que ce n'est pas non plus un sentiment unanime dans la société française, ce que je dis là. Ça nous paraît un constat objectif, donc on le dit, mais bien sûr, il faut relayer, convaincre. On a un projet de loi accélération des ENR qui est vraiment opportun. C'est le moment ou jamais. Début quinquennat, crise électrique. C'est le moment d'accélérer, c'est le moment de faire tout ce qui doit être fait. Voilà, donc on espère que le Parlement sera à la hauteur parce que c'est un moment très important. Il faut des simplifications majeures, importantes. Il faut accélérer. On a vu la circulaire aussi récente qui est aussi, parce que la loi ne fait pas tout, il y a aussi l'exécution qui est également bien sûr très importante, donc qui me semble-t-il signe une prise de conscience générale à tous les échelons de cette nécessité. Voilà, donc simplification. On a aussi dans les éléments qu'on a vus dans les textes qui circulent sur le projet de loi accélération, on a des idées sur accélérer les appels d'offres, plutôt ouvrir les appels d'offres aux offres mixtes. Je reviendrai plus tard sur ce sujet. Alors, revenons un peu maintenant sur les sujets qui peuvent fâcher un peu. On est entre amis, donc on peut aussi se dire les choses. On a une crise d'appro, évidemment, on a aussi une crise des prix. Et la crise des prix, c'est vraiment important, est une conséquence de la crise d'appro. Mais elle est là. Elle est insupportable. Si vous regardez les futurs... Hier, il était à 550 € pour 2023 pour la France.
Donc, alors l'Allemagne est à 450, hein, elle est un peu mieux que nous, mais c'est toute l'Europe. Mais donc on est très mal. Bien sûr, les consommateurs ont quand même l'Arenh en France, ce qui atténue un peu. Mais il faut se souvenir qu'à la même époque l'an dernier, on était entre 150 et 200. Donc à 550, c'est énorme. Donc, une crise de prix, mais ce qui est important, c'est que la redistribution en France, elle est parfaitement possible, en Europe aussi, hein, parce que notre production est décarbonée. Donc ce qui est cher pour les consommateurs, quelque part, est du résultat pour les producteurs décarbonés, ou en tout cas ceux qui détiennent la production. Et donc cette redistribution, ce n'est pas un pur effort budgétaire, hein, le bouclier tarifaire, c'est bien sûr un effort budgétaire, mais il y a les recettes en face. On a l'Arenh, et on a les contrats d'achat renouvelables, il y a d'autres dispositifs et d'autres parties qui peuvent être taxées. Je ne rentrerai pas dans le détail de la taxation de la rente inframarginale, hein, le règlement européen, qui, à mon avis, est une bonne solution parce que les autres pays en Europe n'ont pas l'Arenh, tout simplement. Donc nous on l'a. Mais donc ce bouclier, il dépend aussi beaucoup des recettes de l'État sur les contrats d'achat du renouvelable. Et là, on a une difficulté, c'est qu'on a un certain nombre de producteurs, dont certains de votre filière, mais pas tous, qui, après on va dire un certain nombre d'années importants de soutien de l'État, sortent des contrats avec l'État au moment où la fin du contrat d'achat s'approche, en profitant du fait que les prix de marché sont très élevés et que les anciens contrats d'achat n'étaient pas complètement agréés pour ce cas de figure-là. Et donc, notamment, il n'y a pas vraiment de pénalité de sortie. Donc ça, au-delà du fait que c'est pas bien, mais c'est pas tellement le jugement moral qui est important, c'est le fait que ça va priver l'État d'une partie des recettes et d'une partie du financement du bouclier tarifaire. Donc la CRE, là-dessus, on a alerté assez vite, hein, au premier semestre 2022. On a pris une délibération en juillet 2022 pour dire qu'il faut taxer significativement, au maximum possible, hein, et après il y a la loi bien sûr, les producteurs dans ce cas. Et donc on maintient cette position-là, et donc tout ça doit se coordonner avec le règlement européen sur la rente inframarginale, mais c'est un sujet franco-français. Même sans règlement européen, je ne pense pas qu'il faut que l'État doive laisser faire ça sans réagir. Donc ça c'est un point. À côté de ça, sur la taxation, il y a un point auquel on est très attentif. Il ne faut surtout pas que cette taxation décourage les nouveaux investissements. Et donc ça, on y est vraiment attentif. Vous savez qu'une mesure avait été prise pour les projets qui étaient un peu coincés depuis quelques mois, quelques années, avec un tarif d'achat gagné un appel d'offres, mais des coûts qui ont augmenté. On a soutenu cette mesure pour permettre aux producteurs de vendre quelques temps sur le marché pour rééquilibrer la balance. On la soutient toujours et on pense qu'il ne faut surtout pas, évidemment, adresser un signal contraire à une mesure qui a été prise il y a 2 mois en taxant tout simplement ces cas-là. Donc on sépare bien l'historique, les gens qui sont déjà en place et les effets d'aubaine, où là on pense qu'il faut taxer. Et par contre, surtout, pitié, ne réduisez pas les incitations à mettre en service du renouvelable. Ça serait vraiment contre-productif, tout simplement, ça prolongerait la crise. Un mot sur le raccordement. Donc là-dessus, on a des sillons un peu divers. Donc il y a beaucoup de gens qui nous disent que ça marche pas mal et que les opérateurs de réseau font dans l'ensemble du bon boulot, sont à l'écoute et avancent. On a aussi quelques cas moins positifs sur les coûts, sur les délais. Donc venez vers nous. Hein, nos équipes, nous, on n'est pas sur le terrain, on est à Paris, on fait le mieux qu'on peut. On travaille avec Enedis, RTE, on les incite à l'efficacité par une régulation incitative. Hein, ils ont de l'engagement financier en termes de délai, mais ce n'est pas forcément optimum. Donc s'il y a quelques sujets que ce soit, tenez-nous au courant. Et comme ça, on pourra améliorer la régulation le cas échéant, peser pour faire bouger la réglementation. Là-dessus, la loi accélération, elle est très, très, très importante. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. On pense que ça va améliorer les choses. Mais venez aussi vers nous sur la façon de, peut-être de notre côté, d'inciter mieux RTE, Enedis, si c'est nécessaire. Et on pousse quelque chose depuis des années. Je pense que les opérateurs de réseau sont maintenant d'accord. La réglementation, ça va rentrer dedans, je pense, mais à la limite, ce n'est pas forcément indispensable. Hein. C'est le raccordement intelligent. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, la puissance max ne peut pas être délivrée tout temps, tout terrain, parce qu'il faut 5 ans pour renforcer les réseaux, et c'est bien normal, hein, c'est créer des postes, c'est bien sûr très long, même s'il faut accélérer.
Dans ce cas-là, l'écrêtement, ce n'est pas un gros mot. Donc il faut que ce soit gagnant-gagnant. Le producteur, il est là beaucoup plus vite, à un coût réduit. Il est un peu écrété. Évidemment, il ne faut pas écréter 20% de la production. Mais allons-y. Allons-y, c'est une solution gagnant-gagnant. Dernier mot, je ne veux pas être trop long, je n'avais pas beaucoup de temps. Et puis, je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions, je les prendrai avec plaisir. Les PPA. Donc, bien sûr, c'est essentiel. Donc, j'ai envie de vous dire, producteurs, allez-y, n'ayez pas peur. Comme ça a été dit, bien sûr, il y a un risque de contrepartie, mais je pense que le climat est quand même très, très favorable et d'autres en Europe le font. Donc, bon, c'est vraiment c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, allons-y. La loi prévoit un statut, le projet, hein, le texte qui ont circulé prévoit un statut des PPA qui n'existait pas jusqu'à présent, qui me paraît une bonne chose, utile. Et puis aussi, il y a un suivi qui va être fait, parce qu'à ce jour, il n'y a pas vraiment de suivi. Et donc, bien sûr, c'est un outil de pilotage pour l'État, de savoir, ne serait-ce que pour planifier l'avancement de la PPE, combien de PPA sont dans les tuyaux, à quel stade. Aujourd'hui, en tout cas, cette information n'existe pas. Donc, la loi prévoit qu'il y aura un suivi qui sera désormais fait. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Dominique Jam. Alors effectivement, là, vous avez proposé qu'on prenne quelques questions. Y a-t-il des questions dans la salle, plus que tout à l'heure? Oui, Nicolas Wolf. Bonjour Monsieur Jam. Une question au sujet de l'appel d'offres neutre. Est-ce que vous avez une visibilité sur la publication des résultats? Alors, je ne suis pas forcément tout au jour le jour, mais à ma connaissance, la CRE a pris sa délibération, et donc le travail pour nous est fait. Et donc, c'est le temps administratif de publication par le gouvernement que je ne maîtrise pas. D'accord, donc c'est au ministère. Alors. Oui. Okay. Dominique, oui, tu n'as pas parlé de l'offshore. Quelle est un petit peu la vision de la CRE sur l'expérience des 10 dernières années et comment vous voyez la suite et l'accélération du programme? Je pense qu'on a essuyé collectivement les plâtres sur les premiers. Hein. On a mis très longtemps, tout le monde l'a vu, 10 ans. Les suivants, ça sera peut-être 11 ou 12. Donc je pense qu'on est mieux armé, notamment de notre point de vue, où on s'en occupe un peu plus directement, les questions de raccordement, de relations entre RTE, le producteur, qui sont très complexes, sont quand même maintenant, dans l'ensemble, je pense, dégrossis. Donc nous, on en est au point où on recommande à l'administration de supprimer les dialogues concurrentiels pour le poser. C'est suffisamment stable. Ça prend 5-6 mois. Ça prend en plus chez nous en temps administratif parce qu'il faut participer à tous les dialogues, etc. L'administration aussi. Donc on pense qu'on pourrait passer directement à l'appel d'offres de façon à aller plus vite. Bon, évidemment l'offshore, c'est la solution. Hein. Je pense que le président de la République a insisté beaucoup là-dessus, plus que sur le terrestre. Peut-être qu'il faut rééquilibrer un peu les choses, mais l'offshore a beaucoup de propriétés très favorables, ne serait-ce que simplement aussi un gisement et donc une production plus régulière, donc qui va aider le système électrique. Voilà, on a vu aussi que dans les textes qui circulent sur la loi, les appels d'offres pourraient être ouverts aux offres mixtes, c'est-à-dire offres mixtes, soutien de l'État et PPA ou vente marché. Ça nous paraît très bien. Il y a beaucoup d'autres pays qui font ça, ou en totalité même. On a vu des projets sortir sans soutien public, donc ça nous paraît une très bonne idée aussi pour simplement ouvrir les choses. Voilà, donc que du positif, accélérons. Franchement, le pipe de projet, là, 4, 5, 6, 7, 8, il est bien, là. On voit vraiment une accélération. Maintenant, il faut délivrer de tous les côtés. Hein. Voilà. Bonjour Monsieur Jam, donc Mathieu Monnier de France Énergie Éolienne. J'avais deux questions également sur l'éolien en mer. La première question, c'est, vous avez parlé du dialogue concurrentiel, donc qui viserait effectivement à gagner du temps sur la totalité du développement. Notre question concerne le raccordement avec RTE et notamment le top départ de RTE par rapport au projet. Effectivement, aujourd'hui, RTE se cale plus ou moins aussi sur le calendrier du développeur lauréat du projet. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une régulation qui permette à RTE, selon un mécanisme aussi de couverture des coûts échoués notamment, de pouvoir anticiper un petit peu le raccordement, prendre le risque aussi, sur la base d'une planification bien étayée, bien sûr. Et la deuxième question, ça concerne plutôt les appels d'offres multi-gigawatts.
Le président de la République a annoncé 40 gigawatts à horizon 2050, ce qui supposera sans doute de faire des appels d'offres multi-gigawatts, comme ça s'est fait notamment sur l'AO 1. Est-ce que dans cette configuration-là, la CRE accepterait aussi une meilleure répartition des lots, étant entendu que, par exemple, un lauréat d'appel d'offres ne pourrait pas emporter la volumétrie de l'appel d'offres? Admettons, sur 6 gigawatts, on accepterait de dire, bon ben voilà, le lauréat peut avoir jusqu'à un tiers ou la moitié, ce qui permettrait de mitiger le risque. Bon, alors, sur le second, il faut être très clair. Hein. Nous, on a de l'expertise parce qu'on participe à tous les travaux et on dépouille des appels d'offres. On a un rôle important là, mais on ne fait pas la réglementation, on ne fait pas les cahiers des charges. C'est l'administration qui le fait, on lui donne des conseils. Hein. Donc, mais sur le niveau concurrentiel, vous avez un avis là-dessus? Oui, non, on a un avis, mais est-ce que la CRE accepterait? On n'acceptera rien, on appliquera le cahier des charges tel qu'il sera fait. Et le jour où il prévoira cette clause-là, bien sûr, on l'appliquera. Non, mais c'est juste pour recaler les choses. Oui, ça paraît très, très intelligent, surtout si on a 6 gigawatts d'un coup. Je ne pense pas qu'on puisse attribuer 6 gigawatts à un seul développeur. Donc ça me paraît intelligent, mais voilà, on note l'idée et on regardera, on participera, on fera des recommandations à l'administration si besoin. Sur le raccordement, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. Encore une fois, on a essuyé les plâtres au début. Oui, toute la question est, bien sûr, lorsque on est certain qu'il n'y a pas de coût échoué et que si un projet échoue, pour quelque raison que ce soit, de toute façon, il y en aura un autre qui viendra à peu près pas loin. Et que, voilà. Sinon, on est sur des coûts quand même très importants. On est un peu frileux pour mettre dans le turp, surtout quand on a des distances et quand c'est du courant continu à 60 km, on est à plus d'1 milliard d'euros. Donc, il faut qu'on regarde, il faut peut-être qu'on évolue, mais la question est intéressante. À ce stade, on est un peu frileux là-dessus. Mais il faut aussi qu'on voit les enjeux et pas de raison qu'on ne puisse pas discuter de ce sujet aussi. Bonjour, Victor Danel pour BayWire. J'ai une question. Du coup, pour réussir la transition énergétique, on va avoir besoin de plus d'employés à tous les niveaux. Et du coup, quelle est la position de la CRE? Est-ce que vous pourriez inciter à ce qu'il y ait plus de ressources côté gestionnaire de réseau, de transport notamment et de distribution, et côté administration? Alors, côté administration, alors là, c'est vraiment pas nous. On n'a pas encore de... On peut parler avec personne du budget, mais c'est là que ça se passe aussi. Donc, non, côté opérateur des réseaux, on pense qu'ils sont gréés. De toute façon, on a une régulation qui... ne les incite pas à faire de la productivité sur les CAPEX. Les CAPEX, ils rentrent dans la base d'actifs. Donc le raccordement, une fois qu'il est fait, il rentre dans la base d'actifs, il est rémunéré. Et donc les personnes qui sont dessus, quelque part, sont CAPEXisées, pardon pour le terme. Donc il n'y a pas de difficulté, ils peuvent recruter pour ces postes-là. Donc on peut avoir un problème sur tout ce qui est études amont. Et donc on discute avec les opérateurs, on a des trajectoires sur 4 ans, on est tout à fait ouvert. Voilà, il faut aussi que les opérateurs nous montrent que le TURP ne leur permet pas de faire ce qui est nécessaire. Mais on peut être ouvert sur ces points-là. Dernière question peut-être? Oui. Avant tout, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc merci pour ça. Et merci pour vos messages encourageants. J'ai une question. Comme vous savez, nous discutons un peu les tarifs sur zone, pour ainsi dire, donc d'avoir différents tarifs en fonction du gisement éolien en France, afin de permettre une meilleure répartition des éoliennes sur le territoire français. Quel est votre avis sur la question? Je pense qu'il faut qu'on... Historiquement, la CRE n'aimait pas ça. Hein. On était sur un appel d'offres national, bon, même si encore une fois on ne fait pas les règlements, pour qu'il y ait de la concurrence, de l'émulation et que les meilleurs projets sortent et que les charges de service public soient bien sûr le moins sollicités possible et que le système soit efficace. Je pense que la crise doit nous conduire à réviser ça. On n'est plus dans un sujet où on va économiser quelques euros par mégawattheure. Enfin, j'en dis peut-être trop. Hein. Il faut rester efficace tous collectivement. Il faut maintenir une tension concurrentielle. Mais on est dans un sujet où la priorité c'est développer. Développer, je l'ai dit. Et donc il faut peut-être reconsidérer ses positions. La CRE n'a pas été sollicitée à ma connaissance sur de tels projets. Si elle l'est, il faudra qu'on réfléchisse. Parce que si la solution pour faire plus de terrestres, c'est d'aller dans des coins où il y a un peu moins de gisements et que ça coûte un petit peu plus cher, peut-être qu'il faut le faire quand même. Parce qu'on a vraiment besoin, encore une fois, de capacité. Nous en sommes convaincus. Parlons-en, avec plaisir.
Merci. Ah bon. Merci Monsieur Jam, merci beaucoup donc, pour votre intervention. Merci et je à vous. propose qu'on le remercie. Donc pour votre éclairage,